13 novembre 2015, novembre 2025 aujourd'hui, ça fait 10 ans, on en parle beaucoup. Et pourtant, les personnes qui ont subi de près ou de loin ces attentats sont encore, en grande majorité, dans des problématiques qui ne sont pas gérées par rapport à ce stress post-traumatique dont on parlait très peu avant. Si vous regardez un documentaire sur France TV sur cette date du 13 novembre, vous verrez que des neuropsychologues en parlent du stress post-traumatique qui n'a pas été très connu et qui a été beaucoup étudié auprès des personnes qui ont subi ces attentats. Et on constate qu'effectivement, il y a encore des personnes qui vivent encore dans ces attentats, en fait, qui sont encore comme s'ils étaient dedans. Alors, pas aussi fort, pas aussi violemment évidemment et heureusement, mais avec des problématiques qui les empêchent de revivre normalement, même avec un souvenir douloureux. Alors je voulais parler de ça aujourd'hui sous différents aspects et évoquer avec vous comment sortir du stress post-traumatique en règle générale et évidemment des troubles anxieux plus généralement encore. Alors d'abord ce qu'il faut comprendre c'est comme pour tout stress post-traumatique et pour tout événement difficile comme celui-ci, et encore le mot est faible, la différence de réaction de chacun va être en fonction du vécu dans le passé, déjà. En fonction de comment on a appris à gérer ses émotions et surtout comment on a appris à gérer la peur. Parce que là, évidemment, on est en face d'une peur immense. La peur de mourir étant la plus évidente. Donc ça va être en fonction de comment on a appris avant et c'est pas consciemment. Et c'est ce qui va donner des résultats aussi différents dans le fait de ce qu'on appelle la résilience, que ceux qui ont vécu comme victimes les attentats, souvent n'aiment pas ce mot de résilience parce que c'est comme une injonction à aller mieux. Mais effectivement, on parle de résilience dans le sens où la manière dont la personne va pouvoir dépasser tout ça et va pouvoir continuer à vivre. Et donc, ça va vraiment être complètement conditionné par le vécu dans le passé, par la manière dont avant cela, on a appréhendé la peur. Donc ça va aussi donner des réactions différentes pendant l'événement et après dans la façon de le dépasser. Alors pendant l'événement, ce que ça va donner de différent, c'est par rapport aux réactions liées à la peur. La peur déclenche différentes hormones. On entend souvent parler de l'adrénaline. On en a parlé par exemple pour les personnes qui ont pu d'un bras soulever quelqu'un qui était pendu dans le vide à la fenêtre. Voilà, il y a une personne qui a pu faire ça et qui dit elle-même que ça décuple la force. Et ça, on sait que cette adrénaline décuple. Souvent, on peut se mettre à courir bien plus vite que d'habitude. Donc tout ça, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est des réactions qui sont liées à la peur, mais des réactions du corps qui se déclenchent automatiquement. Mais ce qui est déclenché, c'est des hormones. La réaction aux hormones va être différente d'une personne à l'autre. Et ça va dépendre du vécu d'avant. Il y a 3 façons d'y réagir. C'est la sidération. Quand les hormones se déclenchent, c'est être sidéré. Donc vous allez avoir des personnes qui vont être paralysées par la peur, qui vont être là, qui vont plus réagir, qui vont plus bouger. Ça revient à la réaction animale du lapin qui se terre dans son terrier et qui bouge plus. Et ça, c'est une réaction aux hormones du stress à ce moment-là et parce que ça a été appris comme ça dans les événements les plus prégnants de la personne. Sidération. Deuxième réaction, la fuite. Ça va être justement l'adrénaline va servir à courir très vite, à s'enfuir par tous les moyens possibles. Et c'est ce qui fait qu'on va retrouver des personnes qui vont écraser d'autres personnes sans même s'en rendre compte, qui vont marcher dessus. Hein, ça a été le cas au Bataclan. Voilà. Donc, tout ça pour dire, je suis en train de vous amener au fait de ne pas juger, en fait. De ne pas juger les personnes, évidemment, en cause, mais surtout de ne pas se juger soi quand on sait qu'on a marché sur quelqu'un, qu'on n'a pas été capable de bouger. Il n'y a rien à culpabiliser parce que ce sont des réactions automatiques apprises dans l'enfance et inconsciemment. Il ne s'agirait pas non plus d'aller juger la famille de nous avoir appris à. Sauf si vraiment on est dans un contexte psychologique très particulier où ça a été clairement évoqué à chaque fois. Je prends l'exemple de ce genre d'hormone peut déclencher une attaque. Ça, c'est la troisième réaction. Attaquer, se défendre, agir, avoir besoin de faire quelque chose. Et ça, par exemple,
Ça peut être le cas de personnes à qui on a beaucoup répété que quand ils ont peur, faut pas avoir peur, faut agir, faut attaquer, faut sortir les poings. Par exemple, les hommes ont plus tendance à avoir entendu ça en étant jeunes. Donc vont avoir naturellement plus tendance, enfin, je devrais pas dire naturellement, je devrais dire par culturellement, vont avoir plus tendance à sortir les poings, à vouloir attaquer. Donc on a vu effectivement dans les événements des personnes qui se sont levées alors que ça tirait encore pour dire stop et pour insulter les terroristes. Chose, là encore, il n'y a pas à juger, mais chose qui fait que la personne a appris à agir, a appris à sortir les poings. Sauf que dans ce cas-là, contre une arme, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait tirer dessus. Mais là non plus, il n'y a pas d'acte de courage ou de pas courage, il y a pas de. C'est vraiment des réactions automatiques apprises avec la peur. La peur va déclencher la fuite, l'attaque ou la sidération. Et de ce fait, ça va déclencher aussi des choses différentes dans le vécu après l'événement et dans le fait de pouvoir s'en libérer. Donc, qu'est-ce qui fait ensuite que beaucoup de personnes restent bloquées dans l'événement, n'arrivent pas à passer au-dessus? Ce qui peut paraître évidemment très difficile, mais en fait, c'est tout aussi faisable qu'avec n'importe quel autre traumatisme. Parce que dans le stress post-traumatique, on a quasiment tout le temps la peur de mourir, la peur de quelque chose de très grave, et peu importe l'événement en fait. Là, évidemment, il y a beaucoup plus de difficultés parce qu'il y a beaucoup plus d'images horribles. Et rien qu'en cela, dans le stress post-traumatique, on va avoir des flashs, des cauchemars, etc. Et donc forcément, là, il y a beaucoup plus d'images générées. Il y a beaucoup plus de choses violentes. Et donc, forcément, ça va dégager un temps plus long et plus difficile pour arriver à passer outre toutes ces images, à les laisser de côté, à laisser ça dans la partie souvenir, horrible souvenir, mais je passe à autre chose, je revis comme avant avec le souvenir. Comme avant dans le sens où, eh bien, avant les attentats, je vivais d'une certaine manière, je peux vivre à nouveau bien aussi, même s'il y a eu ça. Et en fait, dans le fonctionnement du corps, du cerveau, on peut le dépasser. Mais ce qui fait que les gens restent bloqués dedans, c'est le fait souvent de thérapies qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait encore peu de connaissances sur le stress post-traumatique, on avait encore peu de connaissances, puisque ça fait déjà 10 ans, sur la neuropsychologie. On a, on a justement analysé le cerveau des personnes en stress post-traumatique hein, avec l'IRM. On n'avait encore pas assez de connaissances pour gérer tout ça. Et en plus, en règle générale, les TCC, qui travaillent vraiment les conséquences de tous ces stress, sont très récentes aussi. Elles ont une vingtaine d'années. Donc, on n'a pas forcément mis en place les choses qu'il aurait fallu en termes de travail derrière. C'est-à-dire que si on se contente d'aller sur le terrain de la psychologie, et c'est ce que beaucoup de personnes ont suivi, voir un psychologue, on va parler des événements. Donc on va accepter au fil du temps, on va accepter que ça s'est passé, on va accepter le deuil, on va accepter les différents éléments à accepter, mais le corps, lui, il n'a pas compris que c'était terminé. Et ce qui se passe, c'est que les personnes vont continuer à avoir, par exemple, des flashs, des cauchemars, etc. Donc parfois, certains ont fait une démarche de MDR. Le MDR va travailler sur ça, justement. Et ça va enlever les éléments traumatiques de ce type-là, les flashs, les cauchemars, etc. Mais pour autant, la personne a encore du stress et a encore des symptômes physiques qui remontent. Parce que le corps, lui, n'a pas compris qu'il n'était plus en danger. Parce qu'il y a le cerveau, il y a l'acceptation, la cognition, l'acceptation des choses, mais il y a aussi le comportement. Et le problème de la thérapie classique, c'est que ça travaille que sur la cognition. Et si, d'un autre côté, de la même façon, on va travailler que en sophrologie, que en relaxation, on va réussir à calmer le corps, mais la cognition sera pas là. Donc il faut vraiment faire les deux. Et c'est ça qui pêche souvent dans les thérapies qui sont proposées, c'est que, eh bien, on entend dans des reportages des personnes. Il y a un reportage que vous trouverez aussi sur France TV qui parle des personnes qui ont été vues 4 fois, je crois, ou que 3 fois encore, suivant un certain laps de temps après les événements. Et à chaque fois, ces personnes racontent les mêmes événements et racontent qu'elles vivent souvent des symptômes similaires. Par exemple, quelqu'un
qui n'arrive plus à aller dans un bar, qui ne peut plus travailler, justement à ce type de métier parce que et à changer de voie à cause de ça. Qui, dès que la personne entend, la sirène des pompiers, ça déclenche quelque chose. Parce que ça déclenche. Alors quand on en est encore à fuir certaines situations, ne plus aller dans un concert, ne plus aller dans un bar et cetera, là on est dans l'évitement et l'évitement, la personne, même si elle a accepté, ça veut pas dire qu'elle va s'empêcher de. Alors si d'elle-même, elle fait le travail de se forcer à y aller, elle va voir que petit à petit, ça se passe bien. Ça, sa cognition le sait. Vous pouvez dire à la personne: «Mais il va rien se passer, tout va bien». Vous pouvez toujours lui dire, elle va comprendre que oui, effectivement, elle constate qu'il se passe rien. Mais le corps, lui, il n'a pas compris encore. Du coup, si la personne se force à y aller petit à petit, elle peut faire ce travail petit à petit toute seule. Eh bien, elle va voir que ça va et petit à petit, son cerveau va se dire: «Tiens, j'ai pas besoin de déclencher le danger, tout va bien». Ou alors, ça va être trop difficile et à chaque fois que la personne va aller dans ces lieux, elle va déclencher ce qu'on appelle les troubles paniques. Et puis, on va avoir le cœur qui s'accélère, et cetera, comme si le danger était là alors qu'il n'est pas là. Et ça, c'est vraiment un travail à faire pour enlever ça, pour enlever toutes les choses du corps qui sont encore là et éventuellement aussi toutes les pensées qui sont encore là parce que parfois, les personnes ont encore des pensées. Alors, je vais en arriver justement à mon troisième point par rapport à ces pensées. Donc, cette dernière partie est peut-être la plus importante, c'est justement faire le lien entre tout ça. Pourquoi certaines personnes ont du mal à accepter que l'événement est terminé? Parce que leur pensée, en plus du corps, reste bloquée dans la culpabilité. Globalement, c'est la culpabilité qui revient le plus. Il y a aussi peut-être d'autres pensées liées, c'est en fonction de chacun, liées à des choses corporelles, justement. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Mais il y a surtout la culpabilité. Et là, on va en revenir à ce que j'ai dit dans mon premier point, au tout début de la vidéo, c'est que on n'explique pas, en psychologie, par exemple, si la personne commence à dire: «Je me sens coupable», on a pu voir, par exemple, si vous avez regardé la série Des vivants, on voit plusieurs fois des personnes qui se sentent coupables de ne pas avoir protégé un tel, d'avoir écouté ce que les terroristes disaient, d'aller chercher dans la salle, des choses comme ça. Ils se sentent coupables et on entend le psychologue répondre: «Oui, mais vous êtes vivant. Oui, mais vous n'aurez rien pu faire parce que le terroriste vous a obligé» et tout ça, la personne l'entend. De manière rationnelle et intelligente, la personne le comprend que c'est vrai. Mais pourquoi elle continue à culpabiliser? Et on voit effectivement dans le fameux documentaire où on voit les personnes à différentes dates, on voit que la personne continue à culpabiliser. Soit elle culpabilise d'être vivante, soit elle culpabilise de ne pas avoir sauvé les gens autour. Pourquoi? Parce qu'on n'explique pas assez aux personnes que leurs réactions, justement, sont liées à la poussée des hormones et au cerveau reptilien. C'est-à-dire que dans cet événement-là, vous n'êtes pas en capacité de prendre des vraies décisions, en fait. C'est vos hormones, en gros, qui le font pour vous. C'est pour ça que vous vous trouvez à courir très fort, à attraper quelqu'un d'un coup, ou à être sidéré, ou à être prostré, ou à fuir, ou à attaquer et à vous lever devant une arme et puis, bah, vous allez vous faire tirer dessus parce que malheureusement, c'est horrible, mais parce que votre instinct, ça a été de vous défendre et de dire: «Stop, insulter» et dans ce contexte, évidemment, ça sert à rien, mais est-ce qu'on va dire: «Cette personne a été plus courageuse que celle qui est restée prostrée»? Non, ce sont les hormones qui vous génèrent un comportement type lié enfin, c'est le cerveau reptilien, hein, le cerveau qui réagit instinctivement. On est programmé, notre cerveau est programmé pour réagir à la peur d'une certaine manière, depuis petit. Et comme je vous ai expliqué dans la première partie, ça va dépendre de plein de vécus qu'on a eu petit. On n'est pas responsable de ça du tout. Et quand bien même on aurait appris à attaquer depuis tout petit, on ne peut pas non plus rendre responsables les parents par rapport après un événement tel que celui-là. Mais ça peut aussi aujourd'hui vous aider à comprendre, notamment si vous êtes parent, à éviter d'induire des comportements qui sont liés à autre chose que juste se protéger soi. Parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire effectivement?
c'est se protéger soi. Et quand on fuit, on se protège pas forcément, parce que des fois on va fuir en se rendant visible, au lieu de se cacher. Parfois, il vaut mieux se cacher. Quand on va être sidéré, on se protège pas forcément, parce que parfois justement, on se cache pas, ou parfois trop, enfin voilà. On va se retrouver coincé dans un coin et quand on attaque, ben, on va voilà. En fait, ça dépend vraiment de la situation et souvent on n'a appris qu'un seul mode parce que le caractère de la famille était comme ça. Ce qu'on a appris était comme ça. Ou parce qu'on a subi de la violence tout petit pendant des années, on a appris à se terrer dans un coin, à se taire quand quelqu'un est violent, donc là, on va plutôt, bah, rester dans son coin et se taire. Ce sont des apprentissages, mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe l'apprentissage que vous avez eu, de toute façon, au moment du traumatisme, au moment de l'événement traumatique violent, vous n'allez pas pouvoir décider de changer quoi que ce soit. Ça va venir instinctivement. Le fait de ne pas réussir à aller sauver quelqu'un qu'on pourrait sauver, par exemple, parce qu'intellectuellement, on va se dire j'aurais pu faire quelque chose, c'est pareil. C'est une réaction sur le moment que vous avez apprise pour vous protéger vous, et c'est bien normal. Et c'est vraiment le cerveau reptilien qui rentre en action. Vous n'êtes pas en état de décider. Vous êtes en état juste de réagir comme vous l'avez toujours appris. Et c'est tellement un ensemble de choses, un mélange de comportements que vous avez appris que ça n'est pas contrôlable. Donc cette culpabilité, elle n'a rien à faire là-dedans à partir du moment où on comprend ça, où on comprend que on pouvait rien faire d'autre et qu'il n'y a plus du tout à se trouver coupable de quoi que ce soit. Autant on peut contrôler, après apprendre à contrôler la libération de ces hormones par des actions personnelles pour se calmer, pour gérer ses émotions, etc. Autant quand on est face à une peur et un truc en plus énorme et violent, il n'y a que le cerveau euh, primitif qui va réagir, qui va déclencher, et ça c'est instinctif du corps. Il n'y a pas de décision derrière, c'est pas possible. Il n'y a que ce cerveau-là qui va se mettre en branle. Parce que c'est le corps qui, à ce moment-là, réagit pour, croyant se défendre d'une manière ou d'une autre. Il croit se protéger comme ça. Donc là, il n'y a que le corps. Il y a des moments où tout le cerveau rationnel, les décisions, etc., c'est désactivé. Donc là, dites-vous, c'est désactivé. À ce moment-là, il n'y a plus de culpabilité à avoir. Et ça, c'est vraiment important. Et la plupart des gens qui ont subi tout ça, n'ont pas forcément entendu ce discours et n'ont pas forcément compris ce discours. Et effectivement, en thérapie classique, on ne l'explique pas. On va simplement dire à la personne, ce qui est important aussi à dire, que elle n'est pas responsable parce que bah, c'est les terroristes qui sont responsables, etc., etc. Mais pourquoi la personne ne l'entend pas? Parce qu'elle aurait voulu réagir différemment. Et on ne lui explique pas que de toute façon, c'est son cerveau qui fait ça quand il y a une peur immense. Et on ne peut pas reprocher à qui que ce soit d'avoir eu une peur immense, puisqu'il y a la peur de mourir. Point, c'est la plus forte. Donc ça, c'est vraiment important. Alors que faire face à tout ça? Quand on revit encore l'événement, quand on évite d'aller dans certains lieux, quand on a encore cette grosse culpabilité, il va être important de travailler et sur la cognition et sur le comportement. Et ce qui est intéressant dans les TCC, c'est justement, on fait tout ça en même temps. Et donc, je la travaille sous hypnose parce que sous hypnose, on est focalisé et on est plus à même d'entendre. Là, le cerveau, il est en état de relaxation, donc il écoute. Et si vous avez compris ce que j'ai expliqué dans le reste de la vidéo, j'imagine, vous comprenez encore plus aisément maintenant que plus le cerveau est dans le calme, plus c'est vraiment les parties décisionnelles, les parties profondes qui vont pouvoir comprendre, réagir, etc. Si vous êtes encore dans la peur, il n'y a que votre cerveau reptilien qui se place devant là, qui va être utilisé, qui va fonctionner, ou en tout cas fonctionner trop fort et va vous interdire, va vous empêcher de prendre en compte la vraie cognition, tout ce qu'il y a de vraiment à comprendre dans les événements et de changer de comportement. Donc c'est pour ça qu'on met en état de relaxation avec l'hypnose pour ensuite travailler sur tout ça. Parce que quand vous allez dans un cabinet et que vous êtes encore dans la peur parce que votre stress
ça vous crée du stress et que, par exemple, vous rentrez dans le cabinet du thérapeute en étant très stressé. Vous n'êtes pas en état à ce moment-là d'entendre autant de choses que si vous étiez très détendu, très calme. Donc ça aussi, c'est pour ça que c'est important et là je parle des cabinets psychologie évidemment. On n'est pas forcément en état d'entendre. Je suis sûre que s'il y en a qui m'écoutent, qui ont déjà été voir un psychologue, il y a des séances où ils se sont dit: «Là, j'étais pas là» ou «J'ai pas entendu, j'ai pas» voilà. Donc c'est là où l'hypnose intervient et est très importante et ensuite les TCC. Si vous n'avez pas fait de TCC, je vous invite à faire. Si vous avez un stress post-traumatique, vous avez vécu un traumatisme important, que ça soit par ces attentats ou par quoi que ce soit d'autre, je vous invite vraiment à aller vers les TCC parce que c'est vraiment ce qui va prendre en compte tout ce qu'il y a à prendre en compte pour pouvoir sortir de là et que votre corps ne réagisse plus avec de la panique, avec de l'évitement et votre cognition aussi, parce que c'est vous aussi qui décidez d'éviter, mais forcément parce que ça fait peur. Donc que vous soyez plus dans la peur, que vous soyez dans la vie concrète, normale, comme avant l'événement, même s'il y a la mémoire de l'événement qu'on n'effacera jamais, qui sera toujours là, mais vous vivez comme avant, comme après un deuil, comme voilà, quand on dépasse tous ces événements-là, aussi horribles qu'ils soient, voilà ce qui se passe. Donc certaines personnes ont pu arriver à faire ce travail-là, ont pu se forcer parfois par elles-mêmes à faire ce travail-là, et là on va parler de résilience, mais c'est tellement lié, comme je viens de vous l'expliquer, au cerveau reptilien, à ce que vous avez appris depuis tout petit, que ça dépend pas que de vous, ça dépend de votre passé. Donc suivant votre passé, je me souviens que dans la série Des Vivants, à un moment donné, la psychologue dit à un des ceux qui ont été otages que ça a fait écho à quelque chose de son passé, ce qu'il est en train de vivre et c'est totalement ça. Sauf que avec ce passé-là, il s'agit de réapprendre à se comporter différemment derrière. Si on fait juste que le comprendre, on va se dire: «Oui, OK, c'est lié à ça, mais j'en fais quoi maintenant derrière?» Et c'est vraiment ça où les TCC, qui sont très récentes aussi, sont primordiales pour moi et en dehors de ma propre pratique, j'espère vraiment que ça va se généraliser pour qu'on puisse sortir des thérapies à rallonge où finalement la personne ne va pas beaucoup mieux derrière parfois. Parfois ça va mieux, parfois très peu. Et puis, bah, on a des personnes qui, au bout de plusieurs années, ne vont toujours pas bien. On l'a vu dans les documentaires, on l'a vu dans la série. Donc, je vous invite fortement, je vous conseille fortement de vous tourner vers les TCC pour mettre toutes les chances de votre côté quand vous avez ce type de problématique. Et évidemment, sous hypnose, c'est encore mieux. Donc, ça s'appelle HCC, hypnose cognitivo-comportementale, et je la pratique en ligne. Vous allez avoir juste après un petit texte qui vous explique pourquoi cette pratique en ligne est plus adaptée. À très bientôt.